Bonjour, bienvenue à bord. Vous êtes sur une RCF et croyez-moi, vous avez bien raison. Vous êtes dans l'émission 100% bio, toute nouvelle émission. C'est la toute première. Une émission en collaboration avec l'ASBL Nature et Progrès. Et je peux vous dévoiler un petit secret. Le nom de l'émission, en fait, lorsqu'on était en brainstorming avec eux, on cherchait un nom pour l'émission et c'est la couverture de leur magazine qui nous a inspiré. Le magazine s'appelle Valériane. Si vous avez envie de le recevoir, ce magazine, de comprendre pourquoi l'émission s'appelle 100% bio, eh bien sachez que vous allez sur leur site natpro.be. Il est vendu au prix de 6 €, mais le mieux c'est quand même de vous faire membre de Nature et Progrès. Comme ça, vous recevrez ce magazine qui s'appelle Valériane. Vous le recevrez à chaque parution. Le premier invité de cette émission 100% bio, c'est Marc Fischer, s'il est le secrétaire général. Et comme première question, je lui demandais, le bio, c'est quoi exactement, monsieur Fischer? Donc l'agriculture biologique est née dans les années 60. En fin de compte, après la guerre, il y avait une grande peur de voir l'Europe tomber dans la famine. C'est logique. Et il y a donc une volonté de développer l'agriculture. Ce sont des méthodes américaines qui sont venues chez nous, où on a tout rationalisé, on a tout séparé. Donc si auparavant, une ferme était composée d'élevage, d'herbage et de bétail, eh bien, les nouvelles méthodes ont scindé tout ça. Et nous avons eu des producteurs de porc, des producteurs de volailles, des producteurs de céréales, des producteurs de légumes, et toutes ces filières-là se sont spécialisées. Et la recherche a été menée dans des centres de recherche nationaux, il y en avait ici à Gembloux, qui ont travaillé excessivement bien, puisqu'ils ont doublé les rendements agricoles en une 20-30 ans, à grand renfort de pesticides et à grand renfort d'engrais chimiques. Le seul objectif à ce moment-là était de lutter contre la famine, et la seule inquiétude, c'était de manquer de quantité, et donc on a dit, on va rentabiliser l'agriculture pour produire le maximum. Et c'est là-dessus qu'est née l'agriculture biologique. Pourquoi ? Si on prend par exemple l'élevage intensif, l'élevage de poulets, l'élevage de porcs, si auparavant, et quand on se promène dans les campagnes, on voit encore ça dans les fermes, des rangs de cochons, donc des petites étables où on mettait 3-4 cochons à l'engrais, et ces cochons-là mangeaient en fin de compte les déchets de la production agricole. Ils mangeaient le son, le déchet des blés, et ils se nourrissaient également des déchets de la laiterie, donc le bas-beurre, le petit lait, et ce qui veut dire qu'on faisait de la viande de porc avec les déchets de l'alimentation humaine. Ça a complètement changé quand on a intensifié tout ça. On a mis à la place d'avoir des rangs de 6 cochons, on a mis des étapes de plusieurs centaines de porcs. Maintenant, ce sont des milliers, mais à cette époque-là, c'était une centaine de porcs. On a étudié leur capacité de consommation et on s'est rendu compte qu'en leur donnant des céréales riches, en sélectionnant les porcs pour qu'ils aient une conformité, une conformation qui permettait de faire plus de viande, c'était beaucoup plus rentable pour avoir un nombre de kilos produits de viande par rapport au nombre de kilos de céréales à gérer. Et on a donc spécialisé la chose. Ce qui veut dire que les porcs qu'on faisait en Flandre, les porcs qu'on faisait en Bretagne, les porcs qu'on faisait en Hollande, et je cite ces régions-là pourquoi ? Parce que ce sont des régions portuaires, parce que les aliments n'étaient plus produits en Europe, ils nous venaient des États-Unis. Et donc on a développé une agriculture qui était hors sol. Les aliments dont les porcs se nourrissaient venaient des 4 coins du monde et n'étaient plus reliés à la terre. Par contre, les porcs, eux, ils faisaient bien entendu des engrais, et ces engrais-là étaient épandus sur les sols ici en Belgique, et le sont toujours, ce qui veut dire que d'un côté, dans un autre continent, on prélève de l'azote pour faire des céréales, on amène les céréales par bateau, on les donne aux cochons, et on épand la céréale, et on épand l'azote sous forme de lisier dans les campagnes. Vous comprendrez que d'un côté, il y a un manque, et de l'autre côté, il y a une saturation en lisier, donc de la pollution. Et donc, ces élevages intensifs-là, ils ont modifié la société. Ce n'étaient plus des fermes qui étaient reliées
à la ruralité, au village. Ce n'était plus des fermes où on produisait un porc qui allait chez le boucher du coin et que les consommateurs voisins de la ferme allaient manger en allant la chercher cette viande. Non, non, c'était un porc qui était ce qu'on appelle hors sol. Et cette situation-là s'est vue dans pas mal de spéculations. Et on peut dire que cette agriculture dite industrielle a modifié l'environnement social, parce que les fermes sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus intensives, étaient de moins en moins imbriquées dans la vie des villages, a modifié la notion d'économie, bien entendu, puisque pour nourrir un cochon, on achetait sur tous les continents. Et je prends cet exemple de cochon, mais je pourrais prendre les autres spéculations également, a modifié la vie sociale, a modifié la vie économique et la vie environnementale, avec les problèmes de pollution. Je parlais du lisier. Voilà. Des personnes ont réfléchi et se sont dit, nous ne voulons pas d'un avenir comme ça. Nous ne voulons pas d'un avenir où notre alimentation est produite sans le respect de l'homme, sans le respect de l'environnement, et uniquement avec un objectif économique. Et donc ils ont réfléchi. Et ils sont arrivés à un concept de l'agriculture biologique. Et l'agriculture biologique, c'est excessivement simple. C'est cultiver dans le respect des lois naturelles, en refusant tout engrais chimique et tout pesticide chimique de synthèse. Pourquoi ? Parce que quand on veut avoir un animal qui produit de la viande ou qui produit du lait, on doit lui donner à manger. Pour lui donner à manger, on lui donne du fourrage. Une vache, à ce que je sache, ça c'est juste manger de l'herbe. C'est tout. Voilà. Ça ne mange rien d'autre. Et ça mange très bien l'herbe. C'est un animal qui est capable de transformer l'herbe, ce que moi je suis incapable de faire, bien entendu. Si je mange de l'herbe, je ne vais pas me nourrir beaucoup. Par contre, si je consomme ce que la vache produit, là je vais me nourrir. Et donc, la vache est un bel allié pour pouvoir vivre de nos campagnes. Et donc, pour produire de l'herbe, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'un sol. Et ce sol, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des matières organiques en décomposition, ce sont des éléments minéraux, et c'est toute une vie de micro-organismes, de champignons, de bactéries, qui sont là pour transformer les végétaux qui tombent sur le sol sous forme de fumier ou sous forme de reliquats de culture, qui vont le transformer, libérer les matières organiques pour nourrir le végétal qui servira à nourrir soit l'homme si c'est une céréale ou si c'est de l'herbe à nourrir un animal et l'animal me nourrira. Et tout ça fait un magnifique cycle. Ce qui veut dire que les agriculteurs biologiques, ils ne se sont pas d'abord inquiétés du végétal, ils ne se sont pas d'abord inquiétés de l'animal, ils se sont inquiétés du sol. Et les agriculteurs biologiques, quand on regarde le démarrage de l'agriculture biologique, ce sont des personnes, si on cite Vincent Gopp, par exemple, celui qui a fondé l'agriculture biologique à Nature et Progrès, c'est un passionné de compostage. Ça fait 40 ans que Vincent Gopp retourne des tas de compost. Pourquoi ? Parce que dès le départ, il a su c'est là que ça démarre, c'est dans le sol. On oublie toujours, alors qu'on est dans une civilisation de polluants, et malheureusement j'en fais partie, eh bien on oublie de se rendre compte que la vie sur la Terre, elle dépend de 15-20 cm d'épaisseur de terre, pas plus. Et donc ces 15-20 cm d'épaisseur de terre nourrissent toute la vie, et donc il faut en prendre soin. Et c'est ce que fait l'agriculture biologique, c'est de prendre soin du sol qui nourrit la plante, et la plante nourrit l'animal, et l'homme se nourrit de la plante et de l'animal. Voilà, et tout ça dans un très grand respect. C'est donc à ça qu'on réfléchit au démarrage des agriculteurs et des consommateurs bio pour mettre en place l'agriculture biologique. Alors pourquoi sans engrais chimiques et sans pesticides chimiques de synthèse ? Quand je vous disais que le sol, c'est un ensemble d'éléments vivants qui décomposaient les matières organiques pour nourrir la plante, il est un fait évident que si je traite un insecticide sur une plante pour tuer un puceron qui me dérange, cet insecticide-là, s'il est chimique, il ne va pas se décomposer facilement. Il va tomber sur le sol. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer les insectes qui sont dans le sol. Et c'est la même chose pour les fongicides qui tuent les champignons qui sont dans le sol. Ce qui veut dire que
mon sol va fonctionner moins bien. Il y aura moins d'insectes, moins de champignons pour décomposer les matières organiques. Donc la plante qui va pousser, c'est une plante qui ne va pas être nourrie correctement. Donc elle va être affaiblie. Si elle est affaiblie, la nature est ainsi faite. Quand il y a un faible, on l'élimine. Donc la plante faible est plus sensible aux pathogènes. Elle est plus sensible à être attaquée par les maladies. Elle est plus sensible, d'ailleurs, elle émet même des signaux pour attirer les pucerons. Et les pucerons vont venir s'en occuper. Et donc l'agriculteur qui voit ça, eh bien, hop, il est obligé de remettre des pesticides de synthèse. Et pire, comme son sol ne fonctionne pas, la plante, elle n'est pas nourrie correctement, et donc il doit venir mettre des engrais chimiques de synthèse. Et vous faites ça pendant quelques années, quelques cycles, et on se rend compte qu'en fin de compte, on considère le sol non pas comme l'élément vivant qui nous nourrit tous, mais comme un bête support pour tenir une plante droite, sur lequel on applique des engrais chimiques et des pesticides, et pour le reste, la nature, on ne s'en occupe pas. C'est face à ces constats-là que les initiateurs de l'agriculture biologique ont voulu réagir. Si vous venez de prendre l'antenne, vous écoutez l'émission 100% bio sur une RCF. On parle de bio et de plein d'autres choses. Notre premier invité, c'est Mark Fischers. Je vous propose de faire une pause musicale avec un extrait d'un album qui s'appelle Greenwashing. Le groupe s'appelle Pagne. Ils font du rap bio. On écoutera la chanson Greta, mais avant d'écouter Greta, je vous propose d'écouter le petit message que Laura Vleming, qui est la chargée de com et de marketing de chez Nature et Progrès, a pour nous. Allez, on écoute. Bonjour, Nature et Progrès est une association de sensibilisation, de conscientisation du grand public aux problématiques environnementales et sociétales, notamment tout ce qui est agriculture biologique. C'est avant tout une communauté d'acteurs de changement et il est possible de nous soutenir en nous rejoignant et en devenant membre de l'association. Alors, être membre, concrètement, c'est quoi ? Eh bien, comme je viens de le dire, c'est rejoindre une communauté d'acteurs qui veulent le changement. Et puis, c'est aussi une manière de partager les valeurs de l'association autour de vous, et on le sait bien, plus on sera de membres, plus on aura du poids dans nos actions et plus on pourra créer d'événements autour de l'association. Alors concrètement, quand on est membre, quels sont nos avantages ? Premièrement, on a accès à la revue Valériane, qui est une revue qui est publiée tous les 2 mois. C'est la revue du bio, de l'écologie. Vous aurez pas mal d'astuces, de conseils, mais aussi de dossiers plus de fond. Être membre, c'est également bénéficier de pas mal de réductions ou même de gratuité lors de certains de nos événements. Je pense notamment au salon Valériane, le grand salon du bio en septembre, où vous bénéficierez de 50% de réduction. Et puis être membre, c'est également recevoir 10% de réduction dans notre librairie écologique, où nous avons également une boutique en ligne. Concrètement, comment devenir membre ? Eh bien, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site. Donc, le site de Nature et Progrès, c'est www.natpro.be, ou alors vous pouvez également nous téléphoner au 080 30 36 90. Troubadour, monkey, au service de la poésie, nous venons en amis te célébrer, bel enfant. Baron Grégy de la guilde des MC, ici réunis, nous te prêtons serment. Capitaine Flo de l'armada des colibris, tanière dans le vent, nous rejoignons tes rangs. L'air, l'eau, le feu, la terre t'ont choisi pour nous livrer le récit. Malgré ton jeune âge, tu convoques le village, tu harangues la foule, avertis que le monde s'écroule. Bientôt à toi les jouvenceaux se rallient, ils battent le pavé, ils chantent et ils crient. Je pose un genou ici, oui, je te dédie ma vie. Ajoute à tes armoiries le blase du baron Grégy. On m'a ramené tes récits, se les corrompus t'ont
Tu es ma reine, ma sœur, ma fille, de ton éclat ma cuirasse brille. Je ne perdrai pas la foi, mon épée ne ploiera pas. Elle fut coulée dans le même acier que toi. Princesse du Nord, non jamais tu n'as failli. Enfin le jour béni où l'ancien monde périt. Sous une vague de lumière, sous une vague d'harmonie. À jamais je te rends grâce, demain si ma descendance vit. C'est bien parce qu'aujourd'hui tu te lèves, tu agis. Merci Greta, merci Greta. Le groupe Pagne sur une RCF à l'instant avec Greta. Tout de suite, on retrouve Marc Fischers. Monsieur Fischers, est-ce qu'il y a un lien entre l'agriculture bio et le bien-être animal ? L'agriculture biologique vise à élever les animaux dans le respect des lois naturelles. Ce qui veut dire que l'agriculteur bio va s'inquiéter que son bétail aille bien. Pour qu'il aille bien, il va s'arranger pour le nourrir correctement. Donc il veut le nourrir avec des aliments bio, produits sur un sol vivant, un sol bio. Et, bien entendu, l'animal doit être au plus proche, je dis bien, de son mode de vie naturel. Donc, une vache, c'est pas fait pour être élevée dans une étable. Donc, en agriculture biologique, ça fait 50 ans que c'est comme ça, il y a obligation d'avoir des parcours extérieurs pour le bétail, voire pire. Les agriculteurs ont le droit de mettre les vaches à l'étable sous certaines conditions, quand les conditions climatiques ne permettent pas de laisser la bête à l'extérieur. Et j'aime autant vous dire qu'avec une vache, c'est très peu, parce que je connais des agriculteurs qui ont du bétail un peu rustique, du bétail viandeux, qu'ils n'ont même pas d'étable, que le bétail reste à l'extérieur, sous un abri quand il pleut, et ils s'en trouvent très bien. Je veux dire par là que le bien-être animal fait partie de la première motivation de l'agriculteur biologique. Mais certainement pas la sensibilité que certains y mettent dans le bien-être animal, où ils reportent parfois au bien-être animal des sentiments tout à fait humains. Il faut faire attention. Un cheval, par exemple, il vaut mieux le laisser dans la prairie par grand froid et par vent et même par neige, avec un petit toit pour s'abriter s'il en a envie, plutôt que le mettre à l'intérieur où c'est sûr, il va ramasser une grippe ou des problèmes respiratoires. Et donc, on a parfois l'impression de croire que l'animal souffre à l'extérieur, alors que non, il y est tout à fait bien et adapté. Et donc, oui, le bien-être animal est la toute première motivation de l'agriculteur bio. Il veut mettre son bétail à l'aise et vraiment dans le respect des lois naturelles. On entend parfois aussi parler d'agriculture raisonnée. Est-ce que c'est une forme d'agriculture bio ou bien pas du tout? C'est un mot qu'on a inventé pour faire croire aux gens que c'est du bio. Donc, il y a différents concepts. Donc, l'agriculture raisonnée, en fin de compte, elle s'est traduite par une législation qui est la lutte intégrée. La lutte intégrée, c'est basé sur l'application de pesticides chimiques dans les doses prescrites par la loi, quand c'est nécessaire, c'est-à-dire quand on a évalué qu'il y avait, si je prends un traitement insecticide, qu'il y avait des pucerons en quantité dangereuse sur la parcelle. Donc la lutte intégrée, ce n'est jamais que la mise en œuvre d'une lutte chimique bien faite.
Donc ça n'apporte rien, ça n'a strictement rien à voir avec l'agriculture biologique. L'agriculture biologique vise à refuser toute utilisation de pesticides chimiques de synthèse, et on va même plus loin, puisque le cahier des charges Nature et Progrès va même jusqu'à refuser toute présence de pesticides chimiques de synthèse sur le produit. Donc si un produit est pollué par une dérive de pesticides, il n'est pas question que ce produit-là se retrouve étiqueté Nature et Progrès. Donc justement, on l'a compris, votre ASBL Nature et Progrès défend l'agriculture biologique, mais vous nous racontez un petit peu comment est né, vous avez cité Vincent Gob, comment un jour il a eu l'idée de créer cette association? Donc en fait, il y avait Nature et Progrès France qui a été créée en 1964 en France et qui éditait une revue. Et en Belgique, des consommateurs étaient abonnés à cette revue. Voilà, c'était un peu dans la mouvance de mai 68, dans toutes ces grandes réflexions qui ont traversé l'Europe. Et il y avait Claude Aubert, qui a fondé l'association Terre Vivante, qui était un agronome, qui a écrit des bouquins sur comment produire en bio dans une ferme, qui était venu faire des conférences en Belgique, et des agriculteurs se sont mis à cultiver en bio. Toujours le principe classique dans le respect des lois naturelles, sans pesticides chimiques de synthèse et sans engrais chimiques. Et donc ils ont commencé à cultiver comme ça. Alors d'un côté, il y avait des consommateurs intéressés par la mouvance bio, et de l'autre côté, des producteurs qui produisaient en bio. Et ce qu'a fait Vincent Gob, c'est rassembler ces personnes-là. Il a écrit à Nature et Progrès France pour avoir le listing des abonnés belges. Il les a rassemblés dans la cour du château des Lycines, pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils discutent. Et à ce moment-là, s'est passé un événement assez intéressant, c'est que d'un côté, il y avait des consommateurs qui étaient intéressés par les produits bio, mais qui ne parvenaient pas à en trouver facilement en Belgique. Et de l'autre côté, il y avait des producteurs qui produisaient en bio, mais qui avaient parfois difficile à écouler leurs produits. Et donc ces deux groupes-là se rassemblant, ils auraient très bien pu en rester là. C'était parfait, les producteurs avaient leurs clients et les consommateurs avaient leurs fournisseurs. Mais Nature et Progrès est un mouvement de société. Et ces gens-là, ce qu'ils voulaient faire, c'était changer le monde. Ils voulaient changer la façon dont on produisait l'alimentation et ils voulaient un plus grand respect de l'homme et de son environnement. Et donc, en lieu et place de simplement se satisfaire de leur petite consommation personnelle, ils ont fondé l'association Nature et Progrès. Et ces quelques dizaines de personnes qui étaient dans la cour du château des Lycines, ils sont retournés chez eux et ils ont fondé les locales Nature et Progrès. Dans toute la Wallonie et à Bruxelles, des groupes de gens se sont réunis pour dire « Nous allons partager avec les gens qui nous entourent ce que nous avons découvert au niveau de l'agriculture biologique. » Et par exemple, le couple Verlat, dans le Brabant, a fondé une locale et a organisé des conférences pour expliquer, pour amener du savoir, pour amener de la conscientisation. Quand on amène de la conscientisation, on a envie de changer les choses. Pour changer les choses, on doit savoir, mais il faut également le savoir-faire. Pas de problème. Ils ont organisé des cours de cuisine. Ils ont organisé des formations pour jardiner. Pourquoi ? Tout simplement parce que les légumes, ça se transporte difficilement. En tout cas, une salade, c'est un peu compliqué parfois. Et donc, c'est plus facile de la produire soi-même. Et donc, tous ces consommateurs-là sont devenus jardiniers. En plus, comme ils avaient été motivés par la vie du sol, ça les a passionnés et ils ont démarré. Et donc, on a eu des locales Nature et Progrès qui ont organisé des cours de jardinage, qui ont organisé des conférences sur l'impact sur la vie sociale, économique et environnementale de l'agriculture biologique, des formations pratiques sur le comment cuisiner, comment faire du pain, redécouvrir le pain ou le vin et ainsi de suite. Et donc, tous ces groupes locaux, il y en avait une vingtaine qui existent toujours pour certains, on a des nouveaux également. Tous ces groupes locaux-là, en fin de compte, ont été des viviers de changement et c'est pour ça que l'on peut dire que Nature et Progrès est un mouvement de société qui ne vise pas à se satisfaire soi-même, mais qui vise à partager les connaissances pour pouvoir changer le monde.
Quelles sont les trois thématiques principales que vous défendez au sein de votre ASBL, donc Nature et Progrès? Donc, Nature et Progrès travaille en fonction des principes de base de l'agriculture biologique, bien entendu, c'est-à-dire produire et consommer dans le respect de l'homme et de son environnement. Donc, la première thématique que l'on travaille, c'est bien entendu l'agriculture. Nous avons au sein de Nature et Progrès des agriculteurs qui sont engagés dans des producteurs Nature et Progrès qui sont engagés pour produire suivant le cahier des charges Nature et Progrès. Nous sommes également intéressés par le jardinage parce qu'un consommateur, s'il démarre en bio, immédiatement après 2-3 ans, il a envie de trifouiller la terre, il a envie de cultiver lui-même. Et donc, il y a la deuxième thématique, c'est le jardinage, où toute la connaissance est apportée non pas par un savoir supérieur, mais par l'échange des savoirs. À Nature et Progrès, on organise des rencontres entre jardiniers pour pouvoir échanger trucs et astuces. C'est comme ça qu'on l'a construit. Alors quand on vit dans un monde où on se nourrit correctement, où on essaye de s'arranger pour que notre alimentation soit produite de façon respectueuse de l'homme et de l'environnement, on habite dans une maison, eh bien, on voudrait bien quand même que notre maison soit construite dans ce même respect. Et donc, c'est la troisième thématique, c'est l'éco-bioconstruction. C'est-à-dire vivre dans une maison où les travaux qui sont menés ne nuisent pas à l'environnement lors de la fabrication des matériaux, lors de l'utilisation des matériaux et lors de la destruction de la maison. Et donc, on essaye de mettre au point des techniques de construction qui sont le plus en lien avec la nature. Le bâtiment de Nature et Progrès en est la preuve, puisque ce bâtiment est construit en bois, en ballot de paille, en enduit à l'argile et enduit à la chaux. Et donc, c'est un bâtiment, le jour où on arrête, on met un grand arrosoir au-dessus, on fait un tas de compost et on fait des potirons. On a voulu montrer par là que construire en béton, où il faut de l'énergie pour faire le béton, et moins de 100 ans après, quand on est obligé de démolir le bâtiment, le béton ne sait rien faire à faire, mis à part un déchet qu'on va immobiliser en dessous d'une route. C'est complètement ridicule. Et donc voilà, tous nos comportements doivent être réfléchis dans le respect de l'homme et de son environnement.
Du folk sur une RCF, ça fait toujours du bien. Molly Tuttle, extrait de son nouvel album Something on Your Mind. Et on retrouve notre invité de cette première émission 100% bio. Une émission, je vous le rappelle, réalisée en collaboration avec l'ASBL Nature et Progrès. On a parlé avant la pause musicale de quelques thématiques. Vous pourriez un petit peu présenter les autres thématiques que développe votre ASBL? Alors toutes les autres thématiques en découlent, bien entendu. Et donc, mais ce sont des thématiques qui chez nous sont secondaires. Non pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que d'autres s'en occupent. Il y a d'autres associations qui ont créé des mouvements de société sur ces autres thématiques-là. Donc ce sont des thématiques secondaires et je parle des thématiques de la mobilité, des thématiques de l'énergie notamment. Toutes ces thématiques-là sont intéressantes. On y est raccroché par les liens que l'on développe avec des associations qui ont la thématique mobilité, par exemple, au cœur de leur activité, la thématique énergie au cœur de l'activité. On travaille en collaboration, mais ce sont des thématiques sur lesquelles Nature et Progrès ne développe pas une expertise. Je vais vous poser une question. On dit que le bio, c'est meilleur pour la santé. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est pas à moi qu'il faut le poser, puisque je suis partie prenante. Bien entendu, c'est aux consommateurs. On organise chaque année le Salon Valériane. Le Salon Valériane, il est organisé pour permettre la rencontre des producteurs et des consommateurs. Pourquoi ? Parce que il faut absolument que le producteur se rende compte que ce qu'il fait, c'est pour nourrir les gens. Et il faut que la personne qui consomme se rende compte que ce qu'elle consomme, il y a des gens, des humains qui se sont décarcassés pour lui permettre de manger. C'est important. C'est pas la vache Milka qui me nourrit, hein. C'est l'agriculteur qui élève les vaches. Et donc, à Nature et Progrès, on ne va jamais faire, par exemple, une campagne sur les fromages, on va faire une campagne sur les fromagers. On va jamais faire une campagne sur le pain, on va faire une campagne sur les boulangers. Parce que c'est l'homme qu'il faut mettre en avant. Alors, la première caractéristique pour nous d'une alimentation, c'est que c'est cette importance-là de rapport humain. Vous voyez, souvent, quand on parle qualité de l'alimentation, on parle qualité gustative, on parle qualité organoleptique, on parle qualité en termes de santé. Oui, c'est certain que c'est important. Mais si vous vous tracassez uniquement à ce point de vue-là, vous allez courir après les normes et après les analyses pendant toute votre vie. Par contre, si j'essaye de rencontrer la personne qui a fabriqué mon alimentation, que je vois, que j'essaye de savoir dans quel esprit il produit. Et dans le cas de l'agriculture biologique, je vais rencontrer un agriculteur et je vais rencontrer que c'est un gaillard qui base toute sa vie sur le respect du sol, sur le respect des animaux, sur essayer trucs et astuces pour que le produit qu'il fait soit le plus savoureux possible. Vous savez, les anciennes variétés de tomates, ce qu'on appelle les anciennes variétés de tomates, les tomates gustatives, elles ont démarré, elles ont été maintenues plutôt au sein des agriculteurs bio. Maintenant, tout le monde les redécouvre, tant mieux, c'est très bien. Mais ce sont les agriculteurs bio qui ont maintenu ces variétés-là dans notre patrimoine. Pourquoi ? Mais parce que eux, ce qui les intéresse, c'est pas faire des tonnes. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir le sourire du client. Et pour avoir le sourire du client, il faut lui vendre quelque chose qui est bon et qui a été fait avec, j'emploie le terme avec amour, non, oui et non, avec respect, avec autre chose que rechercher uniquement le revenu financier. Le revenu financier vient après, et il vient toujours. Quand le client est content, vous ne tracassez pas, le revenu financier sera là. Et donc voilà, donc la qualité de l'alimentation bio, il faut d'abord mettre le facteur humain en avant. Et après, bien entendu, c'est la qualité organoleptique. C'est certain que les produits bio sont meilleurs au niveau qualité gustative, puisque les gens qui les ont faits ont réfléchi à ce que ce soit meilleur, que les variétés soient choisies en fonction de leur qualité gustative. Alors au niveau de la santé, c'est certain que sans engrais chimiques, sans pesticides chimiques de synthèse, il n'y a pas photo, c'est meilleur pour la santé. Je parle pour ma chapelle. Mais à chacun de s'en rendre compte. Donc demain, que chacun des auditeurs aille dans un magasin, achète des carottes, les goûte et se fasse sa propre opinion. Et surtout, aille rencontrer le producteur qui les a faites. Alors avant de faire du shopping, peut-être une explication. Vous avez utilisé le mot organoleptique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ?
Mais les qualités gustatives, la teneur des aliments, est-ce que les aliments bio sont plus riches que les aliments conventionnels? Ça peut être la même chose, suivant la façon dont c'est produit. Si un agriculteur bio cultive des légumes en arrosant énormément, en mettant beaucoup trop de fumier, il va pas faire un légume de très grande qualité. Si ce légume-là, il le vend au consommateur en le regardant dans les yeux, à mon avis, il va pas lui en vendre 2 fois. Et donc, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, la qualité gustative, elle vient parce qu'il n'y a pas une volonté de pousser le rendement au maximum. Il y a une volonté de satisfaire la personne avec qui je commerce. On parle de commerce, justement, c'est ma prochaine question. On entend dire dans le grand public, mais le bio, moi je peux pas me le permettre. Est-ce que c'est vraiment plus cher, le bio, que le conventionnel? Alors, c'est une question bateau. On est habitué à cette question-là, et donc je ne vais pas répondre par une réponse bateau, bien entendu. Bon, on va analyser les choses. L'arrivée d'un consommateur bio, on le voit à Valériane, les nouveaux consommateurs, ils viennent souvent à Nature et Progrès parce qu'ils ont un enfant. C'est à l'occasion d'une naissance où on prend conscience de certaines choses. Et alors ce sont des anciens étudiants qui peut-être dans leur cote mangeaient des pizzas et des lasagnes et des sandwichs à gauche et à droite, qui commencent à s'intéresser à l'agriculture biologique. Et quand je regarde ces consommateurs-là qui évoluent, à un moment donné, ils prennent conscience qu'ils doivent remettre du lien humain dans leur alimentation. Et ouvrir un petit pot pour bébé, c'est peut-être bien quand on est pressé, mais quand même rien de tel que le dîner qui a été fait par les parents. Et donc, ils commencent à cuisiner. Alors, quand on commence à cuisiner, on va aller chercher les légumes chez le producteur. La viande, on va aller l'acheter chez le producteur, ou en tout cas au plus près. Dans des magasins, il y en a des tas maintenant en bordure de ville qui sont un unique intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et à ce moment-là, vous savez, le prix du bio, il est parfois même en dessous du prix du conventionnel. Alors maintenant, bien entendu, si vous voulez acheter une pizza bio, étant donné que le secteur bio est un secteur hyper contrôlé et que le contrôle est pris en charge par les opérateurs, c'est certain que la pizza bio, elle va coûter un pont. Puisque on va devoir travailler avec des produits de qualité, des produits bio, c'est pas de l'industrialisation à outrance, donc elle va coûter cher. Et je dis toujours, tant mieux si elle est chère, comme ça on n'en achète que par accident, parce que la meilleure pizza c'est comme celle qu'on fait soi-même. D'accord, il faut avoir préparé la pâte le jour avant, oui, c'est certain, elle est meilleure quand elle est reposée au frigo un jour avant. Mais tout ça c'est une question d'organisation. Ça veut dire qu'il faut pouvoir remettre l'aliment, la préparation de notre alimentation au cœur de notre vie, en fait, compte. Est-ce qu'on se rend compte que ce que nous faisons systématiquement et le plus souvent, c'est manger? Combien de temps mettons-nous à disposition du fait de manger? De moins en moins. Enfin, ça se discute quand même. Quand je vois des personnes qui font leur pain, c'est une question d'organisation. Pour faire 6 pains, ma foi, il faut mélanger la farine, l'eau et le sel. Pour faire 6 pains, vous mettez 4 kilos de farine, ça va maximum une demi-heure. Vous laissez reposer ça pendant la nuit, ou pendant toute la journée. Le soir, vous remélangez, vous laissez mélanger, ça prend 10 minutes. Vous laissez monter, il faut être là, bien entendu, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous cuisez pendant 1 heure, vous avez votre pain. Ce qui veut dire que le pain, mis à part la présence, m'a coûté d'une demi-heure et 10 minutes. Vous avez 6 pains. Essayez de calculer combien de temps vous mettez pour acheter votre pain chaque jour. Je crois qu'il y en a beaucoup qui mettent beaucoup plus que une demi-heure, 1 heure pour 6 pains. Et donc, c'est une question d'organisation. Alors, toute la différence, elle est là. Elle est que acheter un bocal de soupe bien cher en bio, tant mieux, parce que ce que les personnes qui consomment, et je parle des enfants par exemple, ce qu'ils attendent, c'est pas qu'on ouvre un bocal de soupe au milieu de la table, c'est justement qu'il y ait quelqu'un qui aille fabriquer cette soupe en essayant d'y ajouter le petit quelque chose qui fera la différence et qui mettra encore un petit peu de facteur humain. Donc, pour acheter bon marché en bio, il faut aller
au plus près du producteur. Et il faut remettre du travail, de l'échange, de la main-d'œuvre personnelle et familiale dans la fabrication de l'aliment. Voilà, on l'a bien compris. Donc le bio, c'est do it yourself. Par contre, quelle est la différence quand on veut acheter bio? Est-ce qu'on achète dans les petites structures ou dans les grands magasins? Est-ce qu'il n'y a pas là ce côté vrai et faux bio? On achète où on veut et on achète comme on peut. Je ne connais pas de consommateurs qui sont 100% bio. À un moment donné, on a toujours tous un petit écart à gauche, à droite, c'est pas un problème. Il y a des consommateurs qui achètent presque tout dans les fermes et dans les magasins des fermes. Mais ça dépend, bien entendu, de la disponibilité du magasin et de l'endroit où il se trouve. Et puis après, il y a des gens qui achètent une partie dans la ferme, qui achètent leur viande en colis à maximum 17-18 € du kilo, livré chez eux, qui achètent les légumes de conservation une fois ou deux par an en automne et au milieu de l'hiver chez le producteur qui stocke dans leur cave, et qui, bien entendu, vont acheter les paquets de pâtes dans un magasin spécialisé, voire peut-être bien dans la grande surface. Ça, c'est pas un problème. Il y a des consommateurs qui nous viennent des hard discount, qui prennent conscience quand même que l'alimentation, c'est important, et que l'impact de l'alimentation sur la santé, sur l'environnement, c'est quelque chose, et donc qui s'intéressent au bio. Avant de se retrouver dans un magasin de producteurs au milieu de la campagne, ces clients des hard discount vont d'abord passer par le rayon bio d'autres grandes surfaces pour après évoluer dans les magasins de proximité 100% bio et puis de ci, de là, suivant leurs possibilités, aller rencontrer les producteurs. Il n'y a pas de consommateur idéal. On vit dans une société, et ce qui est important, c'est de se poser des questions et d'essayer de vivre en cohérence avec ses convictions. Si je dépose 2 pommes sur votre bureau, l'une est bio, l'autre pas, est-ce qu'on peut les reconnaître? Absolument. La pomme bio, elle sera étiquetée bio. Elle sera vendue dans une caisse étiquetée bio, et tandis que l'autre, elle n'aura pas cette étiquette-là. Voilà. Maintenant, la question est piège. Les agriculteurs bio, en tout cas, font des produits de qualité visuelle, parce qu'on est là uniquement dans le visuel, comme le conventionnel. Oui, il n'y a aucun souci. Alors bon, maintenant, je ne vais pas faire une analyse de ma pomme. En plus, si je l'analyse, je ne l'aurai plus pour la manger. De ma pomme pour voir si elle contient des pesticides ou si elle n'en a pas. Et c'est pas encore l'élément le plus important, même s'il est très important pour l'environnement et la santé, mais ce qui m'importe beaucoup, moi, c'est dans quelle logique elle a été produite. Est-ce qu'elle a été produite dans le respect de l'environnement, dans le respect du sol, dans le respect de certaines conditions sociales? Alors là, ça m'intéresse. Et ces conditions-là, on les retrouve à Nature et Progrès, puisque le cahier des charges de base du bio, c'est élever et cultiver suivant les lois naturelles, sans avoir recours aux pesticides chimiques de synthèse et aux engrais chimiques. Voilà, c'est tout. Point. C'est déjà pas mal noté, parce que faire ça demande un travail de toute une vie pour un agriculteur, et c'est du boulot. Une ferme en bio, ce sont des rotations de 5 à 7 ans. C'est-à-dire que la même culture ne revient que 7 ans après. En conventionnel, il y en a qui chipotent avec des rotations de 3 ans. Donc ça veut dire, dans le genre fatigue du sol, c'est vraiment 2 opposés. Donc, voilà. Merci Marc Fischers. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de l'ASBL Nature et Progrès, natpro.be. C'est leur site internet, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. On se quitte avec HK Petite Terre, c'est la plage titulaire de leur nouvel album. Mais avant ça, on retrouve une fois de plus Laura Vlemink. Elle fera ça d'ailleurs chaque semaine. Elle nous présentera un livre. Et avant de passer à la pause musicale, on l'écoute parce qu'elle a un livre à nous présenter.
Avant toute chose, merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle, vous êtes sur une RCF et vous avez bien raison. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Laura Vleming, je travaille pour l'association Nature et Progrès et dans le cadre de cette émission 100% bio, je vais venir vous présenter à chaque fois un livre en lien avec le sujet que nous avons abordé. Et aujourd'hui, je viens vous présenter Le Pari fou du bio de Claude Aubert aux éditions Terre Vivante. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu là-dedans, Claude Aubert c'est vraiment un pionnier dans le monde du bio et le livre vous explique le combat de l'agriculture bio depuis ses débuts il y a environ 60 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc juste pour la petite histoire, Claude Aubert est très connu dans ce domaine, il a fait des études d'ingénieur agronome et il a réalisé pas mal de livres autour de l'agriculture bio, de l'alimentation saine mais aussi de relations entre l'environnement et la santé. Et d'ailleurs, il a aussi été secrétaire général de Nature et Progrès en France. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 15 € et vous pouvez vous le procurer soit ici dans notre librairie de Nature et Progrès, qui est une librairie spécialisée sur l'écologie. Je vous rappelle l'adresse rue de Dave 520 à Jambes, du côté de Namur. Et puis alors, vous pouvez trouver toutes les informations soit sur le site de Nature et Progrès qui est www.natpro.be ou alors je vous invite à nous contacter au 080 30 36 90. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître. Petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, tu as grandi dans ce gigantesque univers, à l'endroit précis où le gris se colore de bleu et de vert. Que fais-tu là, c'est incroyable? Petite fleur en plein désert, et nous voilà dans cette fable, enfants de la terre nourricière. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître. Petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Petite terre, petite tout, petite fièvre de rien du tout. C'est ce que les humains te disent pour s'affranchir de leurs bêtises. Nous avons brisé l'équilibre quand nous nous sommes accaparés tout ce qui respire et qui vibre sans jamais penser à l'après. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître. Petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Se pourrait-il que l'on se souvienne, tu es l'horizon et le ciel, l'eau que l'on boit à la fontaine, notre sol et notre sel. Pour toi je ne m'en fais pas tant, tu en verras bien des printemps, car il pleuvra comme il a plu quand les humains auront vécu. Petite terre où j'ai grandi, petite terre qui m'a vu naître. Petite terre, petit pays, petite terre de nos ancêtres. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Gaïa, Gaïa, Gaïa.
tourne, 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 tourne. Dans l'univers immense, tu danses, tu danses. Petite terre, tu tournes, 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 tournes. Dans l'univers immense, tu danses, tu danses. Petite terre, tu tournes, 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 tournes. Dans l'univers immense, tu danses, tu danses. Petite terre, petite terre, petite terre, petite terre.